Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles. Un rendez-vous à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point sur la réglementation en matière de crypto-monnaie en France, mais aussi au niveau européen, avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. Où en est la réglementation française? Que permet-elle? Et où en est la réglementation européenne de son côté? Vous aurez toutes les réponses dans un instant. Et puis dans Enjeu patrimoine, ensuite, nous nous intéresserons à la mue digitale du secteur de la gestion de patrimoine avec Jean-Maximilien Vancaillisil, directeur général du groupe Cristal, et Stéphane Dauté, CEO d'Odonatech. Et enfin, dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, vous pourrez découvrir 3 nouvelles interviews signées Club Patrimoine lors de l'événement patrimonial en fin de semaine dernière. Au programme, la diversification dans ses placements, les atouts de la gestion patrimoniale ou encore l'intérêt d'une société de gestion internationale pour les CGP. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs et parfois même à l'investissement dans ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous vous proposons un point de réglementation sur le sujet avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, mais aussi co-auteur du livre Droit des crypto-actifs et de la blockchain publié par LexisNexis. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Alors on voit le livre à l'écran, c'est vrai que vous avez une double casquette. Vous avez écrit ce livre d'un côté, vous êtes également présidente de l'ADAN qui prend part justement aux réflexions et aux discussions sur la réglementation française mais aussi européenne. Vous allez nous donner votre vision un peu sur le sujet. On a 10 minutes ensemble là, pour faire un point sur la réglementation crypto-monnaie et crypto-actifs. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, comment l'Union européenne tente de mettre, elle, en place un régime commun à tous les pays membres. Avant de parler de cette initiative européenne, on lit un peu sur Internet que l'Europe s'inspire beaucoup de ce qui se fait en France. Donc on va commencer par parler de ce qui se fait en France. Petit rappel quand même de contexte, le Bitcoin a souffert de son image de blanchiment d'argent, de placement pas sûr en termes de sécurité. L'AMF a mis en place une régulation qui fonctionne bien. Aujourd'hui, où on en est sur cette réglementation en ce qui concerne les cryptoactifs en France ? Alors effectivement, en France, c'est très concret et on a une réglementation très précurseur. Et effectivement, nous sommes en train d'inspirer ce qui se profile au niveau européen. La France a pris en charge ce sujet dès 2017. D'accord. Justement parce qu'il y avait besoin de restaurer un peu de confiance sur les marchés. Et effectivement, il y avait déjà à l'époque beaucoup d'idées qui véhiculaient sur le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc d'idées reçues. Exactement. Ou pas forcément, ou de mauvaises expériences avec le Bitcoin. Et donc il a fallu que le gendarme des marchés financiers, l'AMF, intervienne sur ces nouveaux actifs en fait, qui intéressaient de plus en plus de monde. Complètement. Du coup, avec la loi Pacte, ce qui a été fait, c'est de mettre en place un régime dédié aux cryptoactifs, ce qui effectivement est complètement inédit par rapport à ce qui pouvait se passer chez nos voisins européens. Parce que on ne pouvait pas légiférer sur les cryptoactifs de la même manière qu'on légiférait sur les autres actifs financiers. Il fallait entre guillemets, un contexte juridique dédié. Alors effectivement, c'était une des premières questions. Est-ce que les cryptoactifs tombent déjà dans une réglementation existante? Donc quand l'autorité des marchés financiers a consulté l'industrie, c'était effectivement sa première question. Est-ce que l'on doit les traiter de façon adaptée, ce qui est le plus justement approprié, ou est-ce qu'on devait le faire tomber, par exemple, dans la réglementation des instruments financiers? Donc le choix a été fait de consacrer cette nouvelle qualification juridique d'actifs numériques, qui recouvre à la fois les jetons et les monnaies virtuelles. D'accord. À peu près. Et donc on a créé un cadre à la fois pour l'émission de ces jetons. Donc si vous êtes émetteur de jetons, ce qu'on appelle les ICO. Bien sûr. Donc les ICO, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'une IPO finalement, mais pour les cryptoactifs. C'est ça. C'est une levée de fonds en cryptoactifs. Vous émettez des jetons pour lever des fonds en face, soit des fonds en monnaie, soit en autres cryptoactifs. Donc il existe aujourd'hui un visa que vous pouvez demander en tant qu'émetteur auprès de l'AMF
Et pour avoir ce visa, en fait, vous devez respecter un certain nombre d'exigences, et en particulier en termes d'information. Effectivement, c'est ce qu'on voyait auparavant sur les ICO. Il y avait assez peu de bonnes informations pour que les souscripteurs soient réellement en pleine connaissance de cause de ce dans quoi ils investissaient. C'est ça, des avantages, des inconvénients, du risque éventuel et surtout Du du projet derrière. D'accord. Exactement. Donc ce visa, volontairement, et ça aussi c'était très inédit à l'époque, a été mis en place de façon optionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez en tant qu'émetteur de jetons faire votre émission auprès du public français si vous n'avez pas le visa. Ça ne vous empêche pas de le faire. Néanmoins, le pari de l'autorité des marchés financiers à l'époque, c'était que ça puisse devenir un avantage comparatif Bien entre sûr. émissions. Pour attirer d'autres investisseurs, le fait d'avoir un visa de l'AMF sur une crypto-monnaie ou des crypto-actifs dont on entend effectivement que ça peut servir de blanchiment ou autre en 2017, ça rassure forcément, on imagine, une partie des investisseurs. Complètement. Et l'autre point de faire cette réglementation optionnelle sur les émissions, c'était qu'on est sur, et ça j'étais venue en parler la première fois, sur vraiment un système qui est en train de maturer, de grossir. Et donc il y avait quand même la volonté de ne pas entraver l'innovation, de ne pas complètement la freiner avec une réglementation qui serait trop stricte dès le départ. Et qui viendrait tuer du coup l'innovation dans l'œuf. Il y a également une autre réglementation en France, c'est les fameux PSAN. Là, c'est pour le coup, c'est les acteurs en fait des cryptoactifs. Complètement. Alors si sur les ICO, on est sur le marché primaire, les PSAN, prestataires de services sur actifs numériques, on est plutôt sur le marché secondaire. D'accord. Donc effectivement, ce qui a été mis en place depuis 2019, si vous réalisez un service sur actifs numériques, donc ce qui est qualifié dans le Code monétaire et financier, soit vous conservez des cryptoactifs, soit vous en permettez l'échange, etc. Donc les plateformes de crypto-monnaies sont des PSAN, des prestataires de services en actifs numériques. Voilà, ça par exemple. Si vous vous adressez au marché français, ou si vous êtes établi en France, ou les deux d'ailleurs, vous devez vous enregistrer auprès de l'AMF. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que d'une part, si vous n'êtes pas enregistré, par contre là, vous n'avez pas le droit de fournir vos services auprès du public. D'accord, là c'est pas optionnel pour le coup. Non, c'est pas optionnel du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entreprises qui doivent s'enregistrer en tant que PSAN ? D'une part, l'AMF vérifie l'honorabilité et la compétence des dirigeants, des responsables de la conformité, etc. Et d'autre part, et ça c'est le point très important, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, contrôle le dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de ces entreprises. Donc en fait, aujourd'hui, les PSAN sont, comme toute entité assujettie, comme les banques, comme les institutions financières, soumises à la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Est-ce que du coup ces PSAN font face à la même législation en matière de conseil, par exemple, en investissement, que peuvent avoir des intermédiaires plus classiques ? Est-ce que l'AMF vérifie que ces sociétés sont basées en France ou en Union européenne avant qu'on y investisse ? Ça, c'est des choses qui sont vérifiées ? Alors, le conseil, par exemple, ou la gestion de portefeuille aussi, c'est un autre cas, sont aussi des services sur actifs numériques, mais où il n'y a pas d'enregistrement obligatoire. D'accord. En revanche, ce qu'il existe, c'est un agrément, comme le visa pour les ICO, qui est optionnel, que vous pouvez demander à l'AMF, mais qui ne vous empêche pas d'exercer. Et pour avoir cet agrément, et de la même façon peut-être vous montrer un tout petit peu plus vertueux que les autres, vous avez un certain socle d'exigences selon le service à respecter. Donc ce qu'on voit aujourd'hui concrètement, c'est 23 prestataires de services sur actifs numériques qui sont enregistrés auprès de l'AMF. D'accord. Donc ils sont techniquement en droit de s'adresser à vous pour vous fournir leurs services. En revanche, aujourd'hui, on n'a encore pas d'acteurs agréés. La raison principale, c'est qu'on est sur un régime jeune et que dans l'ordre des priorités, s'enregistrer était justement prioritaire pour les acteurs. Quand vous dites pas d'acteurs agréés, c'est sur la partie conseil, du coup, c'est ça ? Alors, l'agrément est possible pour ceux qui font du conseil, pour ceux qui font de la société, de la gestion de portefeuille. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour être agréé, il faut respecter encore plus de contraintes ou en tout cas de spécificités. D'accord, donc on a 23 acteurs en fait, qui sont enregistrés auprès de l'AMF, mais on n'a pas d'acteurs agréés. Pas encore. Aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et alors, au niveau européen, quelle est la démarche ? Il y a ce projet MiCA qui émerge où là, l'idée, c'est d'avoir une réglementation globale au niveau de l'Union européenne. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'existe encore pas de cadre européen. Et donc, comme on a été plutôt bon élève, plutôt plus vertueux, en Europe, l'Europe s'est beaucoup inspirée de ce qu'on a fait. Donc, en septembre 2020, la Commission européenne a révélé son paquet en matière de finances digitales, Digital Finance, dans lequel elle proposait ce règlement MiCA pour encadrer à peu près les émissions de jetons et les PSAN, donc qui vont s'appeler CASP dans le cadre européen. Mais en fait, elle s'est pas contentée de ça. La Commission a également proposé un texte sur justement les instruments financiers
émis et échangé sur les technologies blockchain. D'accord. Oui, parce que c'est deux choses différentes. Il y a les crypto-monnaies, il y a la technologie blockchain sur laquelle on peut faire des investissements, mais pas que forcément en crypto-monnaie pour le coup. Alors, et justement, là où MiCA traite plutôt des crypto-actifs comme une nouvelle catégorie d'actifs qui ne sont pas des instruments financiers, par contre, tout ce qui est instruments financiers, peu importe, voilà, ils sont émis sur des réseaux blockchain, mais ça reste légalement des instruments financiers. Ils sont soumis à ce qui existe déjà au niveau européen, des règlements comme MIF, comme CSDR. Mais ce qu'a voulu faire la Commission, c'est de créer un régime pilote pour permettre, parce qu'on a vu, et l'autorité des marchés financiers a fait une analyse approfondie là-dessus, des obstacles réglementaires au fait de développer des activités sur instruments financiers, sur les technologies blockchain. Oui. Donc le but, c'est de faire une zone d'expérimentation où on pourrait peut-être permettre aux acteurs, aux porteurs de projets, de bénéficier d'exemptions pour justement lever ces obstacles et créer adapter un peu la réglementation financière. C'est toujours le sujet, c'est est-ce que je réglemente ou est-ce que je laisse l'innovation et en même temps jusqu'à quel moment je laisse l'innovation perdurer avec les potentiels abus qu'il peut y avoir. Donc si l'Union européenne prend le sujet à bras-le-corps, c'est qu'il y a des réglementations différentes selon les pays. Vous, au niveau de l'ADAN, du coup, vous prenez part à ces discussions, vous suivez ça de près. Selon vous, on va dans le bon sens. Cette réglementation est bénéfique pour le secteur des crypto-monnaies en Europe ? Alors pour le secteur français en particulier, déjà parce qu'en fait on est plutôt en avance, donc on est plutôt prêt et que pour l'instant, par rapport à d'autres États, effectivement les acteurs français doivent déjà respecter, se mettre en conformité avec le régime français. Donc ce serait un avantage concurrentiel pour des acteurs français pour le coup ? Notamment sur tout le volet lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on va être beaucoup plus prêt finalement que d'autres acteurs par rapport à ce qui va arriver. Notre inquiétude, c'est que justement ce qu'on voit aujourd'hui avec le régime français, les PSAN, les 23 dont je vous parlais, qui sont enregistrés, sont plutôt des acteurs français enregistrés en France. On a beaucoup d'acteurs étrangers qui s'adressent au marché français sans être enregistrés. Donc on a cette concurrence. Et ils peuvent quand même le faire. Alors, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. Voilà. Et donc notre souci, c'est qu'effectivement, avec notamment l'harmonisation de ces règles, on n'est plus en fait ces trous dans la raquette, ou alors en tout cas une supervision beaucoup plus renforcée pour que les acteurs français et les acteurs européens exercent sur un pied d'égalité soient tous logés à la même enseigne, effectivement, et qu'on n'ait pas des acteurs européens qui s'affranchissent de la réglementation française, alors que finalement la réglementation française protège plus les épargnants. C'est ce que vous nous dites. Ah bah complètement. En tant qu'épargnant, si vous voulez, vous avez aujourd'hui un outil, ce régime français, pour investir en fait de façon sécurisée auprès des prestataires qui sont enregistrés. Donc c'est vrai qu'on sait que cette réglementation est encore assez peu connue, mais si vous êtes épargnant français, investisseur, que vous souhaitez aller sur une plateforme d'échange, c'est vrai que ce qu'on recommande, c'est d'aller voir cette liste qui est publique sur le site de l'autorité des marchés financiers, cette liste des PSAN, qui sont donc enregistrés et qui ont donc notamment respecté des exigences accrues par rapport à d'autres prestataires. Merci beaucoup Faustine Fleuret, effectivement, soyons chauvins. Si on est les plus avancés aujourd'hui en la matière, on ne peut que souhaiter que cette réglementation européenne devienne un avantage concurrentiel pour des acteurs qui ont déjà fait l'effort du coup de se mettre aux normes. Faustine Fleuret, je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAN, mais aussi co-auteur du livre Droit des cryptoactifs et de la blockchain, publié par LexisNexis. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet décryptage. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. On se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser aujourd'hui aux problématiques du digital dans le secteur, donc de la gestion de patrimoine. Nous allons parler des solutions qui touchent directement les épargnants, mais aussi de celles qui impactent les CGP dans leur travail au quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Maximilien Vancayezel, le directeur général du groupe Cristal. Bonjour Jean-Maximilien Vancayezel, bienvenue sur ce plateau. Alors Cristal, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais ils sont rares dans ce secteur, c'est un des grands noms de la gestion de patrimoine en France, avec 3 milliards d'euros d'encours sous gestion, je crois, 5 maintenant, parce que le projet Victoire, c'est ça, parce qu'effectivement, vous êtes en négociation exclusive avec les cabinets de gestion de patrimoine du projet Victoire. C'est fait. Ils sont embarqués. C'est fait depuis le mois de juillet. C'est fait depuis le mois de juillet, ils sont embarqués, et donc du coup, maintenant, vous êtes passé à 5 milliards d'encours, 5 milliards d'euros d'encours sous gestion. Ça fait de vous, aujourd'hui, je crois, le leader sur le marché français ? Oui, on se bagarre à quelques-uns pour avoir la place de leader. Après, il y a les actifs, mais il y a aussi notre positionnement dans le monde. Nous avons des cabinets à travers le monde et en France, donc 20 agences en France, 11 représentations dans le monde. Donc, on peut aussi regarder
on ne regarde pas que les actifs. Donc on considère que nous sommes leaders, oui. Et à côté de vous, Stéphane Dauté, CEO d'Autonatech. Bonjour Stéphane Dauté. Bonjour. Alors, Autonatech, une plateforme de finance comportementale dédiée à la profession et in fine aux épargnants. Un mot rapide sur Autonatech. Oui, alors Autonatech, c'est une plateforme, effectivement, avec un écosystème d'applications. Ces applications, elles permettent aux CGP d'interagir avec leurs clients sous l'angle je te connais mieux. Donc, je personnalise mieux mon conseil. Parce que du coup, on se repose sur la donnée client, sur la connaissance client en amont. Absolument, on travaille sur la connaissance client et là, du coup, on rejoint le comportemental, puisque la donnée comportementale, en général, a toute sa valeur, mais dans le conseil en investissement et pour la gestion de patrimoine, est une donnée importante et que le CGP peut valoriser. Alors la problématique qui nous anime, c'est la gestion de patrimoine à l'ère du digital. C'est intéressant de vous avoir tous les deux en plateau. Jean-Maximilien Van Cayezel, où du coup vous êtes sur ce secteur depuis de nombreuses années, vous connaissez ce secteur, vous avez vu le digital arriver. Stéphane Dauté, vous avez créé une solution avec le digital, une solution nouvelle. D'abord, Jean-Maximilien Van Cayezel, le digital, ça n'est pas nouveau. Mais c'est un enjeu réellement depuis combien de temps dans le secteur de la gestion de patrimoine ? Depuis le début où il a fallu attendre un petit peu de temps avant que les gestionnaires de patrimoine se disent tiens, je peux en faire quelque chose, ou mes clients, les épargnants me demandent d'en faire quelque chose. Tout s'est accéléré avec la crise, mais je dirais qu'il y a deux façons de le voir, le digital, dans un cabinet de gestion de patrimoine. Il y a celle qui est classique et qui est partagée par 98% des CGPI, c'est améliorer sa productivité, compter l'argent des clients. D'accord, ouais. C'est tout bête, mais c'est important. Ce qu'on appelle l'agrégation des comptes. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de parcours client digitalisé, signature électronique. Donc ça, c'est ce qui occupe le cerveau de la plupart des CGP actuellement. Et puis, nous, on pense aussi qu'il y a un avenir, et on se rejoint bien avec Stéphane sur ça, c'est aller faire de la conquête, avoir de nouveaux clients, être présent sur le net, commencer à imaginer des agences virtuelles qui vont être en support du conseiller en gestion de patrimoine qui, lui, est physiquement sur place. Donc ça, la crise du Covid, on voit ça accélérer ça. On fait des affaires en online, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. On a réussi, à faire des campagnes énormes sur certaines campagnes de produits. On n'a pas vu le client. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'avec la pandémie et du coup le fait que les gens ne pouvaient plus se déplacer, ne pouvaient plus se rencontrer, le digital a permis de conserver une relation, voire de créer de nouvelles relations avec les épargnants ? On a tous cru qu'on conserverait. Ouais. Mais ce qui a été nouveau, c'est qu'on a développé de nouveaux clients. D'accord, ok. Parce que là, on parle d'une situation qui a presque 2 ans. En fait, c'est quand même assez rapide, un changement du jour au lendemain pour un certain nombre d'épargnants. Et vous vous êtes rendu compte que ça fonctionnait finalement très bien. On a été assez agressif. C'est qu'au début, on a subi, comme tout le monde, on s'est organisé. Alors, subir, c'est certains de nos collaborateurs, la plupart des collaborateurs des sièges sont partis avec leurs unités centrales. Oui, ça on l'a vu dans d'autres secteurs, effectivement. Donc, on l'a fait aussi les ont parce que chez coup, eux. on n'avait pas assez de laptops, donc on a pris les unités centrales. Donc ça, c'est la technologie digitale c'est ça. de la débrouille, que j'aime bien aussi. Et puis après, on a commencé à s'organiser beaucoup sur le net, d'abord en suivant mieux nos clients, puis après en organisant des événements digitaux qui ont été des succès, où on a réussi des campagnes. Aujourd'hui, par exemple, une des campagnes de produits de private equity a été lancée complètement en digital. Et nous avons fait une opération qui représente quasiment 20% de nos encours. Enfin, pas de nos encours, pardon, de notre collecte cette année. Pour vous dire que la nouvelle clientèle qui arrive par des canaux de webinaires, très professionnels, très ciblés, nous amène une nouvelle clientèle qu'on ne touchait pas et d'accélération de cette clientèle. Mais alors c'est amusant de se rendre compte que ça fonctionne et que ça fonctionne aussi bien, alors que jusqu'alors on avait l'impression que c'était avant tout un métier de contact, un métier dans un bureau fermé où on était sûr qu'on ne racontait ou on ne parlait de son patrimoine qu'à une personne de confiance en face de soi. Là, du coup finalement c'est quoi ? C'est des personnes plus jeunes, des personnes plus actives sur le digital ou même pas forcément ? En fait c'est juste qu'ils étaient prêts mais qu'on n'avait pas envisagé cette solution-là. La crise a été un formidable accélérateur. Pendant les premières parties du confinement, beaucoup de gens ont développé du temps pour pouvoir cultiver et gérer. Et accumuler un peu d'épargne aussi. Oui, mais ce dont je parle, ils l'avaient déjà accumulé, mais ils ont eu du temps. Et en fin de compte, il y a toujours les êtres humains. Pour nous, l'être humain est au cœur de notre stratégie, est au cœur de l'entreprise. Nous sommes une entreprise d'êtres humains au service d'autres êtres humains. Donc ça, c'est clair. Mais maintenant, plutôt que se voir physiquement, on arrive à le faire avec les moyens modernes que tout le monde utilise. Tout le monde a appris à utiliser Teams et compagnie. Et donc, ça fonctionne bien. Et puis derrière, une fois que vous pouvez signer tout en électronique, vous n'avez plus à vous voir physiquement.
Nous-mêmes, ça a été le cas pour des opérations sur le capital. Notre LBO, on l'a quasiment fait en digital, en tout cas sur les signatures des documents, ce qui est assez incroyable. Et on signe tous un samedi soir en regardant la télévision des opérations assez lourdes. Parce qu'en En tout cas, on a la capacité ou la possibilité de le faire. Moi, je suis assez impressionné de ce qui nous arrive et assez satisfait d'ailleurs. Alors, j'imagine qu'il y a plein d'enjeux effectivement dans le secteur en lien avec cette digitalisation. Stéphane Dauté, juste avant, donc on a entendu Jean-Maximilien Van Cayézel nous dire que la pandémie avait été un véritable accélérateur. Audonatech, ça fait combien de temps que ça existe ? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, donc 1 an avant le début effectivement de cette crise. Vous constatez, vous aussi, que là, aujourd'hui, il y a une demande supplémentaire sur des outils digitaux. Quand vous vous êtes lancé, vous sentiez que la profession était intéressé, mais en même temps un petit peu frileux sur le sujet, et que là, il y a eu une réelle accélération. Quand on s'est lancé, on n'avait pas du tout anticipé la pandémie, évidemment, donc c'est pas sur la pandémie que j'ai créé Audonatech. On l'anticipait, ce mouvement, parce qu'il était, déjà en route, voilà, et donc moi je l'ai senti. Il est clair que la pandémie a accéléré tout dans la prise de conscience, en fait, je pense. Et finalement, dans un changement, quelque part, de modèle. Mais ce qui est intéressant, parce que je souscris à la remarque, c'est que finalement, l'humain reste au centre. Nous, en fait, on fait des applications digitales pour permettre aux conseillers de développer une relation humaine, durable et responsable. C'est ce qu'on dit, c'est notre vision. Ouais. Mais alors, comment on développe une relation humaine avec le digital ? Eh bien, en développant des applications, justement, qui permettent aux conseillers, donc c'est à l'usage du conseiller, d'interagir avec son client avant le rendez-vous ou en apport d'informations par rapport à un rendez-vous et par rapport plus largement au développement d'une relation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut échanger aussi à n'importe quel moment avec son conseiller, sous réserve qu'il soit disponible, évidemment, mais on n'attend pas le vendredi 15h parce qu'on a pris rendez-vous vendredi à 15h, mais on peut donner des informations avant le rendez-vous et il sait déjà qui vous êtes, en fait. Voilà, ça c'est déjà, c'est effectivement le premier pas. C'est finalement, on a appris à interagir à distance, donc effectivement, on peut faire un certain nombre de choses à distance et surtout quand le client le veut, c'est-à-dire le soir sur son canapé ou le dimanche soir, n'importe, quand il le veut. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que le digital aujourd'hui, l'intelligence artificielle, toutes les technos qui se développent permettent de collecter des données, en fait, des données qu'il est difficile de collecter dans un entretien en direct avec le client. Cette fameuse agrégation de comptes dont on parlait tout à l'heure. Oui, puis des données sur les préférences du client, sur ses comportements, sur finalement la connaissance du client. Parce que le profil de risque, par exemple, ce fameux profil de risque qu'on doit faire suite à un entretien physique, on peut le faire aujourd'hui en digital ou ça reste de l'ordre d'un entretien avec un conseiller ? Justement, nous, c'est la première brique sur laquelle on a travaillé. Donc, on avait l'habitude d'avoir des questionnaires, soit papier, soit PDF. En termes de digitalisation, il y avait mieux. On pouvait l'envoyer au client. Déjà, le client, pour le remplir, il avait du mal. Donc, on a travaillé effectivement sur la gamification, donc avoir des choses beaucoup plus abordables par les investisseurs, par les épargnants. Et alors, ça, c'est effectivement, quand on va sur votre site, la gamification, c'est quelque chose qui est mis en avant. Et alors, moi, j'ai fait un parallèle tout de suite avec les crypto-monnaies. Alors, c'est deux choses totalement différentes. On ne parle pas du conseil d'investissement ou non, mais on a vu fleurir des sites qui proposaient des investissements en crypto-monnaie, qui axaient énormément sur la gamification, à se demander si aujourd'hui, quand on veut réfléchir à ces investissements, on n'est pas obligé de prendre la même stratégie marketing, finalement, de dire il faut que ce soit sympathique, finalement, de réfléchir à ces investissements. Oui, alors je pense que ça va bien au-delà de la stratégie marketing. Le sujet, me semble-t-il, c'est l'éducation financière, en fait. Parce que le conseil d'investissement, c'est vraiment technique. La population, dans son ensemble, finalement, a un faible niveau d'éducation financière quand on prend les statistiques. Et donc, dans la valeur d'un conseiller, il est important que le conseiller amène l'éducation financière à son client. Et s'il le fait via une application, en proposant des parcours clients compréhensibles, sympas à son client, eh bien en fait, on a tout là-dedans, à mon avis. C'est-à-dire qu'on facilite la relation et en même temps, le conseiller valorise sa relation en envoyant de l'éducation financière à son client. Et puis, si on veut prendre un chapeau encore plus grand d'impact sur la société, améliorer l'éducation financière des gens,
finalement, c'est une bonne mission. C'est une bonne mission. Jean-Maximilien Van Cayezel, ce sujet de la gamification, c'est quelque chose que vous regardez aussi. Est-ce que c'est, on pourrait croire, hein, si on reste dans des idées reçues, que c'est à l'inverse de la relation qu'on veut avoir avec son conseiller, quelqu'un de sérieux qui gère notre argent et qui du coup fait ça de manière sérieuse et pragmatique. Ce sujet de la gamification, c'est antinomique ou pas? Alors pour moi, vous je ne suis pas allé jusqu'à gamification. Moi, j'ai fait ça la jouabilité. Voilà, c'est ça, La jouabilité, oui, c'est ça. Je vais être très français. Non, mais dans le digital, c'est compliqué. Mais c'est clair que le parcours client, là en ce moment, le travail que nous faisons, d'ailleurs, nous annoncerons dans quelques heures le rachat d'une technologie. Hein. Mhm. Bon, c'est au cœur de notre stratégie. Hein. D'accord. On a 6 projets stratégiques autour de la techno et là, on commence par justement intégrer l'agrégation et le parcours client. Et le parcours client, il faut qu'il soit agréable. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour un client, c'est de répéter toujours la même chose, d'avoir à remplir toujours les mêmes choses, à signer les mêmes choses. Pour faire un produit financier, ou s'il a le malheur, le pauvre, d'en faire 4 avec le même conseiller, mais c'est un désastre. Il doit signer 4 parcours différents. Donc l'idée, c'est Nous, on va d'uniformiser un travailler, maximum. uniformiser et rendre ça très agréable. Et en effet, sur le feeling qu'on doit avoir sur le profilage du client, Mhm. qu'est-ce qu'il a envie de faire? On parle de son patrimoine, on parle de son envie, Bien on sûr, parle oui, de ses complètement. projets. Ouais. Et puis on rend ça tout à fait rébarbatif. Non, il faut que ça soit agréable. Et donc non, nous on y croit beaucoup. Et vous y on va- croyez au point d'acheter au point effectivement une d'acheter, technologie au point de- qui... au point de faire un plan d'investissement sur 3 ans sur ça, est assez lourd. Ouais. Et alors, les enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est garder ses clients existants, c'est aller chercher de nouveaux clients, comme vous nous le disiez tout à l'heure, ou là, c'était en lien avec la période que nous avons connue? Le propre d'une entreprise, c'est de grossir. Hein. C'est de grossir, d'essayer de donc, chercher de nouveaux clients. En tout cas, voilà, comme ça qu'on nous on l'imagine. Donc oui, c'est de chercher de nouveaux clients, c'est prendre des parts de marché hein, face à nos compétiteurs qui sont pour nous les établissements bancaires. Hein. Notre compétiteur, c'est pas les CGPI, c'est les établissements bancaires. Donc c'est de faire en sorte que justement le client retrouve chez nous tout ce qu'il ne trouve plus Mhm. dans une banque. Aujourd'hui, il a du mal à avoir un service. Moi-même, en tant qu'utilisateur, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets. Et voilà, donc on va être vraiment au cœur de la relation client et donc de mettre tous les outils possibles autour de cette relation. Et ces outils-là, ils seront à disposition de nos équipes et demain des différents cabinets de gestion de patrimoine qui vont nous rejoindre au sein du groupe. D'un point de vue très pragmatique, Stéphane Dauté, il y a des montants sur lesquels on est prêt à aller en digital et sur lesquels on a besoin de discuter avec quelqu'un de manière physique. La vie d'un professionnel du digital et ensuite la vie d'un professionnel En fait, la vie d'un patrimoine. professionnel du digital, c'est, à la limite, c'est la vie de quelqu'un qui travaille sur le comportemental. Je pense que ça dépend. En fait. D'accord. C'est pas une réponse en soi, mais en fait, c'est pas un problème de montant d'argent. Ça dépend finalement des préférences de l'utilisateur. Il y a des gens qui vont pouvoir acheter une voiture sur Internet sans la voir, et des gens ils pourront jamais. Il faudra qu'ils aillent dans la concession, qu'ils aillent l'essayer, etc. Donc, moi, je répondrai pas en termes de montant d'argent, même si évidemment pour des petites sommes, c'est peut-être plus facile d'accéder au digital que sur des grosses sommes. Ça peut se comprendre, mais c'est surtout une question de préférence et c'est pas non plus une question d'âge. C'est vraiment une question de comportement, de façon d'être, de personnalité. C'est presque quelque Il y a un part lien comme avec le le risque. profil de risque ou pas forcément? Alors ça, je ne sais pas, il faudrait regarder que les associés peut-être. chercheurs regardent. Mais en fait, je commençais à répondre à votre question en disant c'est un peu comme le risque. En fait, finalement, c'est peut-être une question de risque d'aller. C'est une question de risque et puis c'est une question de confiance aussi. En fait, dans le domaine de l'argent, quand même, c'est la confiance qui règne en maître. Et en ce sens, le conseiller est quand même une bonne réassurance. Jean-Maximilien Van Cayezel, on va finir, là il nous reste quelques secondes. Vous constatez, vous aussi, pareil, qu'il y a, que ça dépend finalement sur les montants, qu'on peut aller chercher des montants très élevés qu'on aurait imaginés, ou on reste sur des investissements ou des placements plus réduits quand on parle de digital? Non. La crise a obligé même des gros montants à être discutés online, donc il n'y a pas de limite sur ça. Après, en effet, moi je pense que c'est un mélange des deux. Il faut que le client puisse avoir une fluidité dans la relation donc avec les outils modernes et de temps en temps un bon rendez-vous avec une bonne table, c'est très bien aussi. Ça se digitalise pas encore. Ça se ne digitalise pas encore. Merci beaucoup Jean-Maximilien Van Cayezel, directeur général du groupe Cristal, et merci Stéphane Dauté, CEO d'Odonatech. Merci à vous également de nous avoir suivis. On espère que vous avez compris comment la gestion de patrimoine évolue à l'ère du digital. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine.
C'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie qui va vous faire revivre l'événement patrimonial avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournées sur place par Club Patrimoine. Au programme, on commencera par se demander si la diversification a encore un sens. C'est une question que Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, posera à Jonathan Benarous, directeur du développement des réseaux externes de Intential Patrimoine. Et Laura Olivier sera accompagnée pour cela de deux CGP, Michael Hilbé, cofondateur du site monplacement.fr, et Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi. Et puis ensuite, on se demandera quels sont les atouts de la gestion patrimoniale. Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, posera la question à Constantin Paoli, directeur du développement chez Invest AM, et Linda Labidi qui posera également la question des sociétés de gestion internationale et notamment de leur intérêt pour les CGP, cette fois-ci à Thomas Ibanez, directeur du développement retail chez Alfie Partners pour Jupiter AM. On se retrouve tout de suite pour la première interview. La diversification a-t-elle encore un sens? C'est la question à laquelle répond Jonathan Benarous, directeur du développement et des réseaux externes chez Intential Patrimoine. Il répond à cette question face à Michael Hilbé, cofondateur du site monplacement.fr, mais aussi face à Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi. C'est une interview qui est signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Et on se retrouve pour parler de diversification. Est-ce que la diversification a encore un sens aujourd'hui? On en parle tout de suite avec mes trois invités. Bonjour à vous trois, Jonathan, Michael et ici Fabrice. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Très bien, très bien. Alors on va parler de diversification ensemble, c'est ce que je disais il y a un instant. Alors Jonathan, vous dites que la diversification justement permet de diversifier les risques, mais aussi de donner de nouvelles opportunités aux clients. Qu'est-ce que vous entendez par là? Écoutez, dans un contexte où nous avons des taux qui sont extrêmement bas, dans un contexte où les banques refusent littéralement les placements financiers, on doit être force de proposition pour proposer à nos clients et à nos partenaires CGPI autre chose que du placement sans risque. Donc on va travailler sur énormément de classes d'actifs, de l'action, de l'obligation, de l'immobilier, du structuré, bref, tout ce qui peut permettre d'aller chercher du rendement avec un risque adapté à celui du client. Donc plus que jamais, aujourd'hui la diversification est nécessaire dans l'allocation d'actifs des contrats d'assurance vie de nos clients. Alors, Michael et Fabrice, vous êtes tous les deux CGP. À quelle solution de gestion, justement, lesquelles on peut utiliser pour faire comprendre à un CGP qui n'est pas tout seul? Alors, chez Mon Placement, typiquement sur l'accompagnement et sur les possibilités qui peuvent être offertes par Intential, on a d'une part la possibilité de faire du multipoche. Donc de pouvoir aller chercher de la prestation et de la gestion déléguée auprès de partenaires, mais également et surtout, et c'était l'objet pour lequel nous on avait été intéressés de travailler avec Intential, c'est notamment la partie gestion déléguée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer une propre gestion, être nous-mêmes acteurs et promoteurs auprès de nos clients, de nos convictions, de nos vues de marché et d'une gestion du risque directement depuis le portail assureur. Ça, c'est une plus-value qui est très forte. Ouais. C'est une plus-value, nous, qui nous a intéressés dès le début. Et le sujet qui se pose maintenant, quid des outils? Parce que pour construire et pour travailler, on a besoin d'énormément d'outils. On a besoin d'acheter de la donnée, on a besoin de la traiter. Et on a une problématique qui va être de pouvoir la connecter avec l'assureur. Donc ça peut être un sujet peut-être sur lequel Jonathan peut nous en dire un peu plus. Jonathan, comment vous faites, vous? Oui. Alors effectivement, il y a deux sujets dans la question de Michael. La première, c'est finalement notre capacité à pouvoir nous adapter au savoir-faire du distributeur. Nous avons des distributeurs qui sont extrêmement variés, certains qui sont très axés sur les allocations d'actifs, d'autres qui vont être plutôt juridiques ou fiscalistes. Et donc, nous devons adapter notre offre à ces différentes populations de conseillers, soit en laissant complètement la main aux distributeurs, comme dans le cas de la gestion déléguée, soit en allant jusqu'à proposer des allocations d'actifs gérées par des sociétés de gestion expertes, comme dans le cas de Multipoche, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Sur le deuxième sujet, le sujet de finalement le lien
triptyque entre l'assureur, le distributeur et le fournisseur de données. Nous travaillons régulièrement avec des acteurs qui vont faire des allocations d'actifs, qui vont proposer des nouveaux fonds, qui vont proposer des agrégations. Et donc notre rôle à nous, finalement à terme, c'est de plugger ces acteurs-là à notre digital pour que les CGPI n'aient qu'un seul parcours à effectuer, à savoir celui de son fournisseur de données, et à partir de là, les données viendront se déverser directement dans nos contrats d'assurance vie. Et c'est ça notre optique. Il y a encore du chemin à faire, parce que c'est long, parce que c'est coûteux et parce qu'il faut pouvoir le prioriser. Mais très clairement, c'est notre volonté, c'est de faciliter au maximum le parcours de souscription de nos partenaires. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme alternative aux fonds euros? Alors aujourd'hui, sur les fonds euros, en fait, finalement, on va s'adapter à la volonté et au savoir-faire du client et du distributeur. Sur les classes d'actifs, on référence très régulièrement des supports d'investissement qui sont dits différenciants. Ça veut dire quoi? On a référencé plus de 200 produits structurés depuis le début de l'année. On a référencé 3 UC immobilières spécialisées. On ne va pas aller faire du bureau ou du commerce parce qu'on en a déjà beaucoup, mais on va aller chercher des typologies d'investissement comme le viager ou bien comme la rénovation immobilière ou d'autres classes d'actifs qui vont venir diversifier l'immobilier. On va travailler également sur des fonds obligataires, court terme, prudents, avec un risque SRRI qui va être mesuré. Finalement, on va essayer d'avoir un panel d'investissement qui s'adapte encore une fois à ce que souhaite et à ce qu'attend le client. D'accord. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle tout ça? Quelque temps, effectivement, Intential, il y a beaucoup d'années, et pour avoir travaillé avec Apicil également, j'entends très bien, et c'est très bien justement cette diversification. Et moi, ce que je voulais savoir, pour quelqu'un qui aujourd'hui souhaiterait repartir avec Intential, et bon, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Aujourd'hui, Fabrice Artillon se dit, tiens, Intential m'intéresse, j'entends parler de la multipoche, donc ça a l'air plutôt intéressant. J'entends tout le cheminement, tout ce nouveau cheminement et digital qui se fait également. Quel est aujourd'hui le plus, j'ai envie de dire, pour moi, pour tous les CGP indépendants, de se dire, effectivement, maintenant, on revient sur Intential, ou on reste sur Intential, ou Intential, c'est encore plus fort, ça va encore plus loin. En fait, quelle va être cette chose supplémentaire, valeur ajoutée par rapport aux autres, où malheureusement, on est très sollicité, effectivement. Et c'est vrai que lorsque j'entends, je trouve ça génial. Fabrice, déjà, je vous invite sur notre stand. On pourra en discuter avec plaisir, mais en quelques mots, la volonté d'Intential et le savoir-faire d'Intential a toujours été l'innovation. L'innovation, on s'est lancé en 2016, d'ailleurs on fête nos 5 ans à Patrimonia cette année, basé sur l'innovation. L'innovation digitale, on a aujourd'hui l'un des outils digitaux les plus adaptés du marché. L'innovation sur les supports, nous avons été le premier assureur à sortir un fonds euro dynamique dès 2016 avec notre fonds Euroflex. Nous avons travaillé sur quasiment les premiers sur les SCI. Donc on a un vrai savoir-faire sur finalement comment est-ce que pense et quel est le besoin du distributeur. Nous avons des commerciaux qui sont d'anciens CGPI et qui ont cette connaissance, qui ont ce lien avec les clients et qui donc nous permettent de pouvoir écouter, comprendre et mettre en place. Et le dernier point, c'est qu'à la différence de gros acteurs qui sont un peu pâteaux, on a la chance d'être hyper agile dans notre sélection de fonds et à partir de là, on a une capacité à pouvoir réagir extrêmement vite. Okay. D'accord, Michael. Oui, si je peux rebondir sur les propos de Jonathan, effectivement c'est un point important parce que nous on a commencé comme étant acteurs petits et modestes et puis on a réussi à croître un petit peu et de fait c'est rapidement posé la question de justement comment adresser le risque. Donc pour ça il faut avoir une offre qui est étendue, ça Intential y répond et surtout le référencement de nouveaux supports et de nouveaux acteurs. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir une gamme effectivement qui se renouvelle. Et l'autre sujet, c'est si on a envie d'être un petit peu plus autonome, comment on fait si on veut nous-mêmes avoir notre fonds ou nous-mêmes créer nos structurés et les référencer directement auprès d'Intential. Là, il y a une problématique de faisabilité déjà. C'est appréciable d'avoir un acteur chez qui c'est possible. Bon, on a vu avec Intential, ça l'était, tant mieux. Et de délai. Sous combien de temps, quand on a besoin d'être réactif, personne n'est passé à côté des événements de l'année dernière. Bien sûr. Quand ça va mal, ça va mal. Et donc là, il faut pouvoir
soit avoir des options de gestion, soit des possibilités de référencement qui sont rapides. Et je laisse Jonathan nous éclairer là-dessus. C'est notre savoir-faire. Je parlais des structurés, 200 structurés, maximum une dizaine de jours pour référencer un produit structuré. Des fonds dédiés, on en a plus de 60 dans notre gamme. Donc on comprend le besoin aujourd'hui que peut avoir un CGPI à avoir son propre fonds ou à proposer des produits structurés différenciants de ce que peut proposer la banque. Et ben ça, on l'admet et on l'inclut dans nos process pour pouvoir aller extrêmement vite là-dessus. Et juste, si je peux rebondir 2 minutes sur le multipoche, qui était un sujet important. Fabrice me demandait comment est-ce qu'on se différenciait de la concurrence. Le multipoche existe chez beaucoup d'assureurs, mais ils l'ont tous géré comme une gestion pilotée. D'accord. Et chez Intentiel Patrimoine, du coup? Et pas chez Intentiel Patrimoine, on l'a géré comme une gestion sous mandat. Vous allez me dire quelle est la différence? Quelle est la différence? Elle est double. La première, c'est que lorsque vous êtes en gestion sous mandat, c'est la société de gestion qui passe directement les ordres sur le mandat. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas besoin d'attendre le référencement des supports par l'assureur qui peuvent prendre parfois 15 jours, 3 semaines. Elle passe les ordres dans la journée, c'est traité dans la journée. Le deuxième avantage, c'est que nous ne sommes pas en architecture fermée. Sur le mandat de gestion, à la différence de la gestion pilotée, la société de gestion peut travailler avec l'ensemble des supports de la place. 10 000 OPCVM, des titres vifs, des trackers, des produits structurés. Ils ont capacité de pouvoir les référencer, ce qui n'est pas le cas dans la gestion pilotée. Et finalement, c'est ça, être partenaire d'Intentiel, c'est que nous avons compris quel était votre besoin et en quoi le multipoche devait répondre à des problématiques que vous ne pouviez pas gérer. Et à partir de là, on l'a lancé tel quel. Ça répond à vos besoins, Fabrice? Aujourd'hui, totalement. Surtout que depuis au tout début, il y a très longtemps, tous les mandats, toute la gestion sous mandat était un peu opaque, c'était un peu difficile, on ne savait pas vraiment comment ça se passait, les résultats n'étaient pas forcément présents. Et aujourd'hui, quand je l'entends, et Michael de la même manière, je me dis peut-être qu'effectivement, c'est là où on se dit, avec ce qui se passe, la réactivité, le côté... la réactivité, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir aussi se libérer un petit peu, donner tous nos paramètres, toutes nos obligations, tout ce que l'on veut pour nos clients et justement laisser la main à des sociétés de gestion qui vont qui vont vous accompagner et non pas vous qui êtes obligés, parce qu'à un moment donné c'est vrai qu'on prend du volume et il est difficile, alors soit on fait la même gestion pour une grosse partie de notre clientèle et pourtant personne ne se ressemble, même si tout le monde veut un minimum de risque et un maximum de protection, n'empêche tout le monde ne se ressemble pas et c'est vrai que là ça peut aider et c'est vrai que lorsque j'entends ça je me dis c'est vrai que cette gestion sous mandat elle peut redevenir intéressante aujourd'hui, mais parce que j'ai peut-être un peu d'araignée dans la tête sur la gestion sous mandat. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi cette table ronde et j'adore. On a parlé d'immobilier tout à l'heure. Est-ce que pour l'immobilier, c'est pas trop tard? C'est une bonne question. On se la pose tous, et encore plus un assureur parce qu'on garantit les risques de nos clients et de nos distributeurs. Donc clairement, on a véritablement besoin de comprendre ce marché immobilier. Le biais d'Intentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de marge à aller récupérer sur les actifs immobiliers. En revanche, il faut être hyper sélectif. Je vous donne un exemple. Les 4 derniers supports immobiliers que nous avons référencés, ce sont 4 supports qui sont thématiques. Encore une fois, on ne va peut-être plus aller sur les actifs génériques à la Défense ou ailleurs. On va plutôt aller chercher des actifs qui sont thématiques, encore une fois diversifiés et qui vont permettre aux clients d'avoir un biais immobilier différent de ce qu'il aurait eu il y a encore quelques années sur des actifs dits classiques. Donc oui, l'immobilier a encore de l'avenir, mais il faut savoir être beaucoup plus sélectif qu'avant. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de recourir au private equity? On saute des... Alors, là aussi, une bonne question. Private equity, on en a rentré dans nos contrats en 2016. Avec 2 sociétés de gestion amies. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une raison. C'est que les contraintes de l'assureur sur la liquidité, sur la solvabilité sont beaucoup trop lourdes aujourd'hui pour pouvoir loger ces actifs dans les contrats d'assurance vie. Je vous fais un parallèle. Nous avons chez Intentiel une banque, Gresham Bank. Nous collectons plus de 40% sur le private equity. En assurance, on en fait 0. Pourquoi? Parce que lorsqu'un client a du private equity, il va devoir garder ses titres pendant X années. S'il veut les racheter, il y a une remise en titre. S'il décède, il y a une remise en titre. Finalement, il y a énormément de supports en private equity qui ne sont pas adaptés à l'assurance vie. Le jour où nous aurons des supports de private equity adaptés à l'assurance vie avec une liquidité garantie, le private equity aura toute sa place dans nos contrats d'assurance. Michael, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, entièrement d'accord là sur les propos de Jonathan. Alors autant sur la poche immobilier,
Nous, c'est quelque chose sur lequel on a des convictions très fortes et qu'on utilise. D'ailleurs, on a lancé un mandat de gestion purement immobilier. Oui. Ça répond à une double problématique. Déjà, ça permet d'administrer le risque très très bien. Oui. Et c'est un actif qui parle tout à fait aux clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est rassurant et c'est un actif qu'on n'a pas de difficulté à expliquer. Le private equity, j'ai envie de dire, le problème est complètement dans l'autre sens. Au niveau de l'administration du risque, on est sur des supports déjà beaucoup plus risqués. Et il y a une opacité. Alors il y a une difficulté d'expression déjà vis-à-vis du client et il y a une opacité pour nous dans la lecture du produit. Donc autant on est plutôt favorable, on diversifie pas mal avec l'immobilier, autant sur le private equity, on a plus de réserves. Et je rejoins absolument ce qui a été dit. Merci beaucoup d'avoir été tous les trois avec nous aujourd'hui sur le plateau de Club Patrimoine. Merci beaucoup Laura. Merci Laura. À vous. Voilà, on espère que le sujet de la diversification est maintenant un petit peu plus clair pour vous à cette période de l'année. En tout cas, on espère que les réponses de Jonathan Benarous, directeur du développement des réseaux externes de Intential Patrimoine, mais aussi de Michael Ilbé, cofondateur du site monplacement.fr, ou de Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi, vous ont convaincu. Une interview donc, qui a été signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. C'est à présent au tour de Constantin Paoli de s'exprimer sur les atouts de la gestion patrimoniale. Constantin Paoli, qui est directeur du développement chez Invest AM, au micro de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Patrimonia, le salon de la gestion de patrimoine, d'où j'ai le plaisir de recevoir Invest AM, représenté par Constantin Paoli. Bonjour. Bonjour Linda, merci de nous recevoir. Avec plaisir, vous êtes directeur du développement. Avec vous peut-être une présentation rapide de Invest AM, en sachant que j'avais noté que votre filiale Cyrus avait quand même bien résisté à la chute des marchés en avril et mars 2020. Écoutez, tout à fait. Ouais. En fait, Invest AM, pour vous en dire quelques mots, c'est une société de gestion qui a été créée il y a une dizaine d'années sur un savoir-faire qui émane des gérants, l'allocation d'actifs internationale. Et donc on gère à ce jour presque 1 milliard, on espère les dépasser bientôt, et ce qui nous permettra de fêter les 10 ans de la plus belle des manières. Donc c'est une équipe de 12 personnes, il y a 6 gérants, et on est à Paris, et effectivement on est filiale du groupe Cyrus. Et donc ce qui explique un petit peu notre positionnement aujourd'hui, la manière de laquelle on s'est construite, parce que en fait on a été créé pour gérer les actifs financiers des clients du groupe. Et puis au fur et à mesure des années, on a développé des solutions en réponse à ces besoins-là, et on les propose à d'autres partenaires depuis maintenant 2 ans, et on est ravis de le faire, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Justement, je rebondis sur l'international, votre credo en manière de gestion internationale. Alors oui, vraiment, en fait, le positionnement d'Invest AM, c'est ce qui nous différencie des autres gérants diversifiés de la place. Alors il y en a d'autres qui le font, mais vraiment, on a vraiment un positionnement extrêmement international. On intervient sur toutes les zones géographiques, toutes les classes d'actifs, tous les secteurs, toutes les devises. L'idée étant de construire vraiment des portefeuilles extrêmement diversifiés qui résistent bien dans les phases de baisse. Et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Effectivement, l'année dernière a été une année particulièrement décisive pour Invest AM, parce que les portefeuilles ont particulièrement bien résisté à la crise du Covid. L'idée étant d'être toujours bien positionné, évidemment, de construire des portefeuilles robustes sur la durée et de performer sur la durée. Voilà. Oui, et d'ailleurs, vous avez le fonds Latitude qui fait partie des fonds les plus connus, on va le dire. Je me demande finalement ce qu'il a de plus versus les fonds diversifiés. Bien sûr, en fait, ça correspond à ce qu'on fait dans nos portefeuilles. C'est-à-dire que ce sont des fonds qui sont assez libres dans la manière de laquelle ils sont gérés, qui représentent vraiment les convictions de l'équipe de gestion qui est dirigée par Gilles Etcheberry-Garay, qui a passé une dizaine d'années chez Franklin Templeton et qui ensuite a créé Invest AM au sein du groupe Cyrus. Et en fait, c'est cette vision de marché qui est déclinée à tout ce qu'on fait, nos fonds. Et ce sont des fonds qui peuvent être extrêmement complémentaires avec d'autres fonds diversifiés du marché, parce qu'ils vont avoir des positionnements différents, s'exposer vraiment à l'international sur des classes d'actifs complémentaires, et donc qui sont, je dirais, très bien pour être apportés en complément d'un fonds de portefeuille et en compagnie d'autres fonds diversifiés que nos partenaires connaissent bien aussi. D'accord, donc plutôt en complément finalement. Évidemment, si nos partenaires souhaitent les mettre à 100% dans leurs allocs, j'en serais ravi. Mais non, l'idée est d'apporter encore plus de diversification, d'aller sur des classes d'actifs, etc., qui ne sont pas forcément couvertes par les autres fonds de la place. Et je trouve que cette idée
on peut pas, enfin, avoir qu'un seul fonds diversifié en fonds de portefeuille. Je trouve pas ça forcément pertinent, mais donc d'avoir plusieurs fonds comme ça, c'est un fonds qui a un positionnement atypique par rapport aux autres. Et on le voit bien dans les positionnements que notre gestion met en place et qui passe souvent sur Bismart ou Club Patrimoine. Alors, vous avez mis en place un service de délégation de gestion pour les CGP. Et je crois savoir que c'était pour vous essentiel. Alors tout à fait, en fait on est connu pour nos fonds latitude, mais l'avantage, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on appartient à un grand groupe de gestion de patrimoine et que je crois qu'on est, on est au plus près des besoins des clients privés. Et donc depuis 7 ans, en fait, on a développé ces stratégies-là, enfin ces solutions-là, dont l'objectif en fait c'est vraiment d'apporter des solutions clés en main à nos partenaires. Donc de la gestion pilotée en assurance vie française, de la gestion sous mandat en assurance vie luxembourgeoise sur compte titre. Donc l'idée c'est toujours pareil, on ne fait qu'une chose chez un STM, c'est de l'allocation d'actifs, de la gestion diversifiée, et donc notre vision, la vision des gérants est déployée de la même manière dans tout ce qu'on fait. Et on s'est dit en fait voilà, apporter de la délégation aux partenaires, c'est vraiment ce dont ils ont besoin, parce que les contraintes réglementaires augmentent énormément. Oui. Ils ont beaucoup plus, il faut évidemment justifier ses allocations, etc. Et le fait de déléguer sa gestion à des professionnels de l'investissement leur apporte beaucoup de confort. Et nous, en parallèle de ça, en plus de la qualité de la gestion, on a développé du reporting, du service, etc. Et vraiment pour répondre aux besoins de notre actionnaire, mais aussi, je crois, enfin, aux besoins de l'ensemble des CGP. Alors en parlant des CGP encore, forcément vous avez un stand aujourd'hui au Salon Patrimonia. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce stand et que vous demandent-ils ces CGP quand ils viennent vous voir ? Alors écoutez, là on est ravis parce que déjà c'est la première participation d'un STM au Salon Patrimonia, donc pour nous c'est vraiment quelque chose, quoi. On fête nos 10 ans cette année, on se tourne vers le marché des CGP, des partenaires en général, des banques privées, etc. Et donc on est très très content d'avoir les retours de nos CGP, et puis on a l'occasion vraiment de leur parler de ce qu'on fait en direct, de voir énormément de monde, et puis on est très très content de participer à cet événement qui donne envie, voilà, de retourner sur le terrain, etc. Et vraiment c'est top. Voilà. Bon, en tous les cas, bienvenue. Merci Constantin Paoli. Merci beaucoup Linda. Merci à vous, à très bientôt. Voilà, c'était Constantin Paoli, directeur du développement chez Invest EAM, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, sur la question des atouts de la gestion patrimoniale. Société de gestion internationale, quel intérêt pour les CGP? C'est une question que pose Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, à Thomas Ibanez et Matthew Morgan de chez Jupiter AM. Bonjour à tous, bienvenue. On est au Salon Patrimonia et j'ai le plaisir de recevoir l'entreprise Jupiter. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une société de gestion britannique avec 70,3 milliards d'euros d'encours. Alors ce sont les chiffres de juin 2021, je tiens à le préciser. Donc Thomas Ibanez, vous êtes directeur du développement retail pour Jupiter et chez Ali Partners. C'est bien ça? Chez Alfie Partners, oui, tout à fait, qui est le distributeur exclusif de Jupiter sur le marché français. Et à votre droite, Matthew Morgan, directeur des investissements pour Jupiter. Bonjour. Bonjour à tous deux, bienvenue. Je crois savoir que c'est votre 2e anniversaire au Salon Patrimonia. Que viennent chercher vos CGP? En effet, on est ravis d'être ici. Cette année, on fête notre 2e année de présence sur le marché français des conseillers en gestion de patrimoine. Et Patrimonia est une occasion unique pour remercier l'ensemble de nos partenaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, CGP, qui nous ont accompagnés depuis les débuts en 2019. Et comment les fonds ESG répondent actuellement à la demande, aux besoins? C'est vrai qu'on parle de plus en plus aujourd'hui des stratégies dites ESG, des fonds ISR ou des fonds dits thématiques. Et ce qu'on propose nous en ce moment chez Jupiter, on a une solution assez attractive qui est un produit diversifié qui s'appelle Jupiter Global Ecology Diversified, qui va permettre aux CGP de proposer à leurs clients une solution moins volatile, puisqu'on est sur un produit DC4, moins volatile, mais avec une approche multithématique sur tout ce qui est lié à l'environnement,
C'est un fonds dit d'impact, qui est d'ailleurs article 9 de la convention de la réglementation SFDR, donc multithématique sur l'eau, l'économie circulaire, donc le recyclage des déchets, la mobilité propre, etc., la nutrition, la santé. Donc vous voyez tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement. Et pour nous, c'est une vraie conviction très forte. Et d'ailleurs, d'un point de vue politique, la convergence des décisionnaires politiques sur les sujets liés à l'environnement n'a jamais été aussi importante. Donc on est extrêmement convaincus sur ces thématiques-là. Mais j'imagine aussi que c'est très demandé de la part des clients eux-mêmes. Oui, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine nous demandent des solutions ESG, ISR, ayant de l'impact, puisque leurs clients leur demandent assez régulièrement. Maintenant, il y a un trou dans la raquette. Il y a beaucoup d'offres, mais beaucoup de fonds 100% actions, donc plutôt sur des profils dynamiques. D'accord. Or, on sait bien que l'investisseur français reste quand même assez prudent. C'est vrai. Et ce trou, on vient le combler avec le fonds Jupiter Global Ecology Diversified, qui est, je le rappelle, un DC4 et qui enregistre une vol sur 5 ans de 5%, avec 5% de perf annualisé. Alors, Mathieu Morgan, il y a aussi un thème qui revient souvent, c'est celui de l'inflation. Et je suis curieuse de connaître finalement comment vous fonctionnez, comment est appréhendé ce sujet chez Jupiter. Enfin, je trouve qu'actuellement, nous avons une position dans notre équipe de gestion qui est plutôt contrariante. C'est-à-dire que nous continuons à douter que l'inflation soit durable. Et pour nous, il s'agit d'un part de ces moteurs déflationnistes structurels à long terme, comme le vieillissement de la population, la disruption technologique et le surendettement des économies. Mais d'autre part, nous voyons, en fait, nous avons peur en ce moment que, juste au moment où nous voyons des signes de ralentissement dans l'économie mondiale, aux US, mais surtout en Chine, mais selon nous, le PIB du troisième trimestre de 2021 est très faible, même peut-être à zéro. Ces signes de ralentissement, juste au moment où les banques centrales pensent qu'ils sont vraiment sous la pression de commencer à durcir la liquidité, et vont commencer à le faire au mauvais moment. Et donc c'est pour cela que nous restons vraiment sur le camp d'une période de déflation qui va se reprendre. Mais j'imagine que ça a un impact aussi sur votre gestion. Oui, absolument. Enfin, nous continuons à avoir même, par exemple, dans notre poche high yield, au rendement, nous continuons à se pencher vers des secteurs assez défensifs, des obligations à courte maturité. Et aussi, c'est assez contrariant. Nous avons dans le portefeuille une sensibilité au taux qui reste assez élevée. Nous avons des bons de trésor américains, australiens, donc ça c'est un peu différent à beaucoup de nos concurrents. Et finalement, nous continuons à avoir une exposition au dollar qui est assez élevée. Donc c'est une position, comme je vous dis, assez contrariante par rapport à nos compétiteurs. Merci à tous les deux pour vos interventions respectives. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Voilà, c'était l'interview de Mathieu Morgan, directeur des investissements chez Jupiter AM, et de Thomas Ibanez, directeur du développement retail chez Alphi Partners pour Jupiter AM, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, sur la question société de gestion internationale. Quel intérêt pour les CGP? C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain où on va parler d'ISR comme tous les jeudis. On se posera la question de l'investissement en ISR via son PER, et ensuite on se posera une question d'actualité avec nos deux invités en plateau. On se demandera pourquoi les prix de l'énergie montent, quels sont les mécanismes qui font que ces prix de l'énergie montent en France, et surtout comment est-ce qu'on peut agir, qu'on soit particulier ou entreprise. C'est déjà la fin donc de cette émission. On se retrouve demain sur le même format et toute la semaine également pour vous faire revivre également Patrimonia avec des interviews réalisées par Club Patrimoine. On remercie Amanda au son, Axel à la réalisation, Com à la production et Pauline pour son aide à la préparation de l'émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.